actuellement dans le département du Lot, à Figeac, chez un ufologue, Claude Mauger. Bonjour Claude. Bonjour. Merci de répondre à des questions pour les mémoires de l'ufologie française pour les générations futures. Alors une question que je pose à tous les ufologues que je rencontre. Depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie et pourquoi? En 63, l'année où je passais le bac, il y a un copain qui m'a prêté le premier livre de Robert Charroux, qui m'a intéressé, je trouvais que c'était bien. Donc j'ai commencé à lire ce genre de choses, mais c'était surtout la perspective archéologie mystérieuse et ancien astronaute qui m'a peu branché. Et puis petit à petit j'ai évolué et je me suis davantage consacré, intéressé aux ovnis. Essentiellement après la série d'émissions de Jean-Claude Bourret à la radio en 1974. À l'époque, j'étais étudiant à Saint-Denis. L'un des copains était un joueur de bridge. On jouait au bridge avec lui. J'ai écouté toutes les émissions de Bourret, sauf les soirs où il y avait bridge. Ce qui veut dire que ça m'intéressait, j'avais pris des notes, mais pas au point de rater ces soirées-là. Et puis petit à petit, après, c'est un enchaînement, quoi. Mais la date de fondation, c'est quand même plutôt le début 74. Et à cette époque-là, tu étais ton opinion sur le phénomène, c'était quoi? Au départ, je connaissais rien. Donc la série de Bourret, il avait conseillé 3 livres à l'époque que j'ai lus. Il avait conseillé 2 revues, donc l'une, j'étais à Paris, ou à côté. Il y en a une qu'on trouvait facilement en librairie, donc la revue du GEPA, Phénomène Patio, que j'achetais. Et tout ça, c'était quand même d'un niveau très raisonnable. Et pendant une dizaine d'années, j'étais, alors t'aimes pas le mot, mais ça fait rien, un croyant modéré d'une part l'existence des ovnis, d'autre part le plus vraisemblable était que c'était des engins extraterrestres. Et puis après, pour différentes raisons, j'ai commencé à changer, et en 2-3 ans, j'ai basculé du côté des critiques. Alors suite aux émissions de Jean-Claude Bourret et à ton basculement, ou ton évolution, ça dépend de comment on voit ça. C'est l'évolution. Quel a été ton parcours en ufologie après? C'est-à-dire Après avoir écouté Jean-Claude Bourret, est-ce que tu es allé dans des associations? Est-ce que tu as fait des enquêtes? Est-ce que tu as publié des choses? Les toutes premières années, j'ai travaillé tout seul dans mon coin. Et en gros, ce que je voulais faire, c'était un fichier de cas particulièrement solide. Donc à l'époque, les photocopies, c'était pas encore excessivement courant ou c'était cher. Donc j'avais recopié à la main tous les résumés du catalogue de Vallée de 800 et quelques observations. Donc ça commence à me donner une première idée. J'avais lu un certain nombre je lisais un certain nombre de livres et quelques revues, phénomènes spatiaux, puis ensuite Lumière dans la nuit. Et ce travail a continué. Et ensuite, il s'est trouvé que j'avais fait partie de la SPEPS, qui était la Société parisienne d'études des phénomènes, je ne sais plus comment exactement. Et j'ai été contacté par Thierry Pinvidic, qui à l'époque s'occupait du projet Magonia, donc d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait en gros tirer des témoignages ufologiques. Et donc là j'ai commencé à avoir des contacts avec un certain nombre de personnes. J'ai appris, je m'étais rendu compte que pour une même histoire, il pouvait y avoir des différences dans les différentes sources. Et j'ai appris de l'un ou de l'autre que
même les groupes sérieux, ou des gens qui paraissent sérieux, il pouvait y avoir des petits écarts entre la réalité et ce qu'ils écrivaient dans les livres ou les revues. Et je me suis rendu compte que, en gros, moi j'avais une maîtrise de physique, donc j'avais une petite formation qui pouvait être utile, entre guillemets, pour les ovnis, si c'était vraiment des engins extraterrestres, ou quelle que soit leur nature matérielle. Mais je me suis rendu compte que la part de l'humain était aussi importante, parce que, d'abord, il fallait un peu comprendre comment fonctionne le cerveau pour savoir ce qu'est le témoignage. Il y avait des cas qui manifestement, ou presque, relevaient de la psychopathologie, donc il fallait savoir un peu arriver à démêler les témoins apparemment sérieux, puis ceux qui l'étaient un peu moins, chose qui est peut-être un peu moins évidente à ce que disent beaucoup d'ufologues, puisque à les écouter, ils sont capables, en écoutant une personne, de dire celui-là il dit la vérité, celui-là il dit le mensonge. Et si c'était le cas, les flics et les juges et les psychiatres, on pourrait les mettre à la retraite, il suffirait de les remplacer par les ufologues, puis ils sont si bons pour arriver à avoir le fin fond des choses. Et d'autre part, c'était l'époque où, alors d'une part en France, il y a eu un certain bouillonnement intellectuel ufologique, du côté des sceptiques, Michel Monnery entre autres, et également au niveau de ce qui avait été appelé la psycho-ufologie, qui était la tendance parapsychologique de François Favre, Pierre Viroudy, Jean-Jacques Jaillat et ça. Et donc c'était une option qui commençait à percer, y compris dans Lumière dans la nuit, qui croyait entre guillemets aux ovnis et qui avait une tendance globalement plutôt extraterrestre, mais qui était ouverte à d'autres courants. C'était pas leur tasse de thé principale, mais enfin, il y avait des articles sur des théories à l'époque un peu dissidentes. Et donc, parapsychologie, ça m'avait semblé intéressant. Donc, je m'étais dit que la parapsychologie, c'est bien, mais peut-être que d'abord, il fallait des bases de psychologie. Donc, j'étais à Paris et j'ai commencé des études de psycho jusqu'à la licence. J'ai faite par une année en 2 ans, parce que moi, je bossais, c'était un peu difficile de tout mener ensemble. Et c'est l'ensemble de ces facteurs qui m'a quand même bien fait basculer du côté des critiques. Et les premiers articles, les premiers textes que j'ai faits, c'était justement, donc en parapsychologie, il y avait à Paris le GERP, groupement d'études ou groupe d'études et de recherche en parapsychologie, avec des gens qui étaient quand même relativement connus en parapsychologie. Et l'un d'eux, Guy Benet, ils organisaient des cours pour novices, que j'ai suivi pendant 2 ans, et l'un d'entre eux, Guy Benet, qui dirigeait un petit bulletin au départ hebdomadaire, alors pour sortir un petit truc de 8 pages toutes les semaines, c'était quand même bien. Il m'avait demandé de lui faire des articles sur les ovnis. Donc j'ai commencé une petite série, une douzaine de textes à peu près. Et ça a été ça mes premières reproductions sur les ovnis. Enfin, première reproduction publiée. Puisque antérieurement, quand j'étais à Saint-Denis, à l'école normale pour les profs à l'époque, le collège d'enseignement technique, pour les lycées professionnels de maintenant, ça avait duré 2 ans, et le prof de français avait demandé des volontaires pour faire des exposés. Bon, mais moi je venais de lire
j'avais suivi les émissions de Bourret, j'avais lu les bouquins qu'il conseillait, j'avais commencé à lire quelques articles. Donc je me suis proposé à faire un exposé dessus. Et un petit texte de quelques pages tiré sur machine à alcool que j'avais distribué aux collègues du groupe pour qui présentaient mes vues. Mais à l'époque, bon, ça existait quoi, les omniers, pas de problème. À l'époque. À l'époque, ouais. Bon, ça c'était juste la suite de. C'était l'année après l'émission de Bourret, donc j'étais dans la période intéressée, et il y avait. Enfin, je n'étais pas sûr que c'est extraterrestre, mais en fait, ça semblait l'hypothèse la plus rationnelle et de toutes les hypothèses qui existent, c'est la seule qui me semble rationnelle, parce que les survivants de l'Atlantide, les paraterrestres, les autres dimensions, tout ça, blips. Dans un article du Faux-Mania, j'ai cru comprendre que tu avais aussi rencontré ou tu avais lu les écrits de Jacques Scornaud, actuel président du Sceau. Et que il y a aussi Michel Monnery, avec Si les ovnis n'existaient pas, et puis le naufrage des extraterrestres aussi. Bon, mais j'ai l'impression que quand on m'interviewe, je raconte n'importe quoi. Ah, bon. non, ceci dit, c'est tout à fait exact. Alors, donc c'était effectivement tout ça à l'époque de Monnery, Barthélemy Brucker. Le premier livre de Monnery, je l'avais trouvé, il y avait des trucs intéressants, mais bon, c'était très mal construit. Tant que je me rappelle, c'était des articles qu'il avait publiés dans une revue pilote privée, et ça avait été quand même assez mal fondu ensemble, quoi. Enfin, il y avait des choses valables, mais donc ça ne m'avait pas spécialement convaincu. Le deuxième livre, un peu plus, c'était quand même nettement mieux travaillé. Mais ce qui m'a. Alors, c'est un des éléments fondamentaux de mon changement de position. Ça a justement été la critique par Jacques Scornaud du second livre de Monnery. Donc, déjà du premier, dans Inforespace ou Lumière dans la nuit, ou les deux peut-être, ça commençait à tenir la route, ce qu'il disait. Donc, Jacques. Et dans le second, bon, il estimait que, pour le second livre, il estimait que Monnery avait en partie raison sur certaines choses. Bon, il était pas encore, il était encore l'auteur du livre avec Christian Piens, donc un ufologue de bon niveau, mais convaincu que les ovnis existent, mais Monnery, il commençait à se dire qu'ils n'étaient pas quand même n'importe quoi. Et c'est cette revue par Jacques Scornaud donc qui a été un des éléments déclencheurs. Et également certains articles m'ont complètement opposés, entre autres Michel Picard, qui tapait sur Monnery d'une façon, sur Monnery dans son traité de Monnery et les autres dans ce qu'il appelle le traité de ratologie. Donc le nom déjà était un peu quand même bon, ça peut être, le nom peut être une plaisanterie aussi, ça peut être de l'humour ou une tentative d'humour, mais bon, il avançait quand même des trucs très assez, je dis pas méchamment, mais enfin pas très gentil, quoi, disons. Et l'impression que j'avais eue, c'est qu'il défendait sa propre croyance. Il n'attaquait pas en fait Monnery, mais il défendait ce que lui était absolument convaincu qui était la réalité. Il avait le syndrome de Ramina Greby. Oui, Picard, il disait des choses qui pouvaient être intelligentes dans certains articles, mais il retombait sur ses pattes, quoi, ça c'est sûr. Comme beaucoup. Non, comme beaucoup, et certainement toi, et certainement moi aussi, et ça, il ne faut pas se faire d'illusions.
Est-ce que tu as observé des choses insolites dans le ciel, hein, parce qu'il y en a aussi dans la rue des choses insolites des fois. Il y en a certains plus insolites dans la rue que dans le ciel. Oui, j'ai vu des choses bizarres. Alors, d'abord, la première, oui, c'est insolite. Je pense que c'était dans les années 50, fin des années 50. Ma chambre était au premier étage, j'avais une vue bien dégagée, il y a eu un orage de mémoire assez costaud. Et je crois bien avoir vu 2 fois la foudre en boule. T'as de la chance. Mais bon, est-ce que c'était ça? Je ne pense pas que ce soit un faux souvenir que je me suis construit, parce que ce souvenir-là, je l'ai depuis longtemps. Mais est-ce que c'est vraiment la foudre en boule? Est-ce que c'était une illusion d'optique? Ça, je ne sais pas. Donc ça, mais bon, à l'époque, j'avais 10 ans peut-être, comme ça. Première observation d'OVNI. Je faisais le service militaire à Saint-Georges, et chez les pompiers de Paris. Et un soir, un samedi soir ou dans le week-end, je sais pas, il faisait beau, j'étais dehors dans les bois à côté du fort, et je regardais le ciel et j'ai vu une lumière qui avançait d'un ciel étoilé, une lumière qui avançait en faisant des zigzags. Je ne savais pas trop ce que ça pouvait être, je pensais à un avion, mais un satellite, mais satellite, ni les avions non plus, ça ne fait pas des zigzags. Mais enfin, ça ne m'a pas non plus. J'ai vu quelque chose de curieux, quoi. Suffisamment pour que je le note le lendemain, quand même. Et ça doit être 2 ans après. Donc c'est là où j'étais à l'école normale à Saint-Denis. On rentrait d'une soirée bridge, il y a un copain qui me ramenait en voiture. Ciel étoilé à nouveau. Même chose que précédemment, mais avec là des mouvements nettement, des zigzags nettement marqués. Je cours pour rattraper le copain qui venait faire demi-tour. T'as vu Bon, c'est un satellite. Enfin, un satellite, ça fait pas des zigzags. Moi, je vois un satellite comme ça. Et moi, je voyais des zigzags. Des zigzags pas très très marqués, mais enfin qui étaient nets. Et en fait, c'est plus tard que j'ai compris ce que c'était, à savoir le phénomène autocinétique. C'est-à-dire que quand on regarde une lumière sur un fond obscur, l'œil, on a l'impression de fixer quelque chose de façon stricte, mais en réalité, l'œil, il a des micro-mouvements qu'on ne perçoit pas, mais qui, lorsque la chose que l'on voit est loin, va pouvoir justement donner cette impression de mouvement. Et quand c'est un satellite qui passe entre les étoiles, on a l'impression qu'il se rapproche de l'étoile vers laquelle il se dirige, enfin de l'étoile qui est la plus proche de sa trajectoire, puis ensuite de la suivante, d'où les zigzags en question. Et la troisième fois, ça devait être à peu près 2 ans après ou 1 an après. Là, j'étais sur une station de SNCF à Toulouse, j'attendais le train, et j'ai vu 2 points lumineux, peut-être, disons 45 degrés dans le ciel pour l'un et l'autre un peu plus bas, vers le sud. Le lendemain, le journal régional, la Dépêche du Midi, avait un article qui disait que des gens, alors plus bas, donc, moi j'étais à Toulouse, c'était des témoins dans l'Ariège, qui avaient vu aussi 2 points lumineux dans la même direction que moi. Alors ils se demandaient si c'était pas un ballon sonde pour l'un, mais ils ne savaient pas. Et en fait, quand on regarde sur un logiciel d'astronomie, chose qui est maintenant à la portée de quasiment n'importe qui, mais on s'aperçoit qu'il y avait Vénus et Jupiter. Alors je ne pourrais pas garantir que c'était les directions exactes, mais enfin, ils étaient en gros dans la direction du sud-ouest, ou sud-sud-ouest, où je les voyais. Donc logiquement,
ou bien ce sont des extraterrestres qui ont caché leur ovni dans le prolongement de la ligne de mon œil allant jusqu'à Vénus d'un côté et Jupiter de l'autre, ou bien, plus logiquement, c'est quand même les deux planètes, quoi. Donc c'est ça les choses un peu curieuses que je n'avais pas su expliquer sur le map, mais enfin qui n'ont rien d'extraordinaire. Je n'ai pas fait de rencontre du troisième type, je n'ai pas été enlevé, je n'ai pas été contacté, chose que je regrette parce qu'ils sont quand même sympathiques, les extraterrestres qui nous contactent les gens, mais bon, tant pis. Ils doivent connaître mon mauvais esprit, donc ils ne cherchent pas à... J'aimerais bien revenir sur ta première observation, la foudre en boule, c'était de quelle couleur? Oh, je sais pas. Enfin, c'était, autant que je me rappelle, c'était peut-être multicolore, mais ça remonte à tellement longtemps que j'ai eu pas eu du tout l'idée de noter ça, parce que ça, je pourrais absolument pas dire, hein. Et comme tu étais au Quépan en 2014, quand il y a eu la conférence du laboratoire de la foudre et qu'ils ont montré leur catalogue de la foudre en boule, globulaire ou les plots, les phénomènes lumineux orageux transitoires, dans leur catalogue, tu as peut-être reconnu ce que tu as vu? Oh non, j'ai le souvenir d'avoir vu ce qui pourrait être une boule lumineuse, donc partant d'orage, ça pourrait être la foudre en boule, mais c'est tout, je n'ai aucun détail qui me permet de dire... Donc c'est un témoignage qui n'a aucune valeur. Si ce n'est que j'ai peut-être vu la foudre en boule, quoi, c'est tout. Ah mais t'as eu de la chance. Bah oui. J'ai vu des paradis. Mais fait ça, il suffit de regarder le ciel, c'est quand même pas excessivement rare. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Avec Thierry Rocher, on était allé je crois que c'est le premier salon des livres maudits, je crois, à Charleville-Mézières. Et en revenant à la gare de TGV de Reims, où on prenait le TGV pour Paris, on a vu une parélie aussi. Donc, quand Thierry l'a vu, il y avait deux gosses à côté de moi, je leur montrais, vous cachez le soleil, puis vous regardez d'un côté de l'autre, qu'est-ce que vous voyez. Bon, c'est pas... on en voit quand même de temps en temps. Des halos, mais enfin, c'est pas des choses anormales, ça. Donc, Est-ce que tu as réalisé des enquêtes? Oui, 2. C'est déjà ça. C'est déjà ça. La première, c'était avec la bande Thierry Pinvidi, Jacques Corneau et Bertrand Meust, dans Lyon. On est allé voir, donc c'est Bertrand qui a vu bien sûr les informations. On est allé voir un témoin qui avait vu une rencontre du second type. Et en fait, très vraisemblablement, il était avec sa femme en voiture et ils avaient leur chien. Ils ont vu la lune quand la voiture est arrivée en haut d'une côte. Ils se sont demandé ce que c'était. Peut-être un peu, pas forcément paniqué, mais enfin, le chien a réagi. Eux, ça les a fait réagir davantage. Et ils ont vu une trace sur peut-être 20 ou 30 mètres du bord de la route, qui était très certainement, quand on y est passé voir, de l'herbe brûlée ou des résidus, qui est n'importe quoi. Non, et simplement, quoi, c'était la Lune. Et la deuxième, c'est beaucoup plus historique, c'est à Cussac. C'est deux ufologues, bon, je ne dirais pas le nom parce que. Qui m'avaient demandé qui n'étaient pas du coin. Cussac, c'est dans le Cantal, donc c'est pas la porte à côté d'ici, mais enfin, c'est pas non plus excessivement loin. Ils m'avaient demandé si on pouvait y aller ensemble. Donc on avait été sur les lieux pour voir comment ça se présentait, quoi, parce que c'était bien après, j'étais déjà ici, donc
En gros, disons que c'était en 2000 ou quelque chose comme ça, c'était bien après les faits. Mais tu parles de l'affaire de 1967 ou d'une autre? De 1967, oui. Oui, oui. Et le plus rigolo, c'est que bon, quand on est en train d'observer, de regarder l'environnement, il y a un type en voiture qui est passé, puis qui a fait demi-tour. Il s'est arrêté. Et l'un des deux ufologues qui était avec moi ne savait pas trop quoi dire. Moi je dis bon, on regarde si les lieux de l'observation qu'il y avait eu il y a tant d'années, voir comment c'était. Parce qu'il se demande, le type il s'est arrêté parce qu'il s'est demandé si on ne reconnaissait pas les lieux pour faire une rêve partie. Donc ce qu'on lui a raconté, ça l'a tranquillisé. Une rêve partie. Ah non. Ben oui, là c'est un coin, enfin pas vraiment paumé, mais c'est la campagne, quoi, ça c'est sûr. Ah, je confirme, vous pourriez être passé en 2012. Donc, il préférait que ce soit des ufologues plutôt que des rêveurs. Et lui, vous l'avez un peu questionné? On l'a questionné, mais bon, de mémoire, il n'a rien dit de spécial. Enfin, autant je me rappelle, il nous a dit que les gens connaissaient, avaient entendu parler de l'histoire, quoi, mais ce que, bon, qu'ils ne savaient pas trop, mais sans plus, quoi. Et, donc c'est une enquête excessivement sommaire, quoi. Et t'en as tiré quoi alors de ton aventure à Cussac? Oh, rien, en fait. Rien, parce que bon... le copain voulait vérifier si ça pouvait être un hélicoptère qui avait atterri dans le coin. Oui, pourquoi pas, mais sans plus, quoi. On peut rien faire, à mon avis, on ne peut rien tirer de vraiment. C'était bien de voir les lieux, quoi. Bon, sinon, mais ça c'est. Si à propos d'enquête, tu parlais d'enquête sur le terrain, c'est les deux seuls, de mémoire. Sinon, je me suis quand même intéressé à pas mal de cas sur lesquels j'ai creusé des choses. Bon, par exemple, l'affaire de Tananarive en 1954, qui était un cas quand même a priori intéressant. À l'époque, j'étais à Paris, donc j'avais les archives nationales, la section Outre-mer était aussi à Paris, parce que maintenant ils sont à Aix-en-Provence ou je ne sais plus trop où. J'avais passé un certain nombre d'après-midi à la bibliothèque pour fouiller les journaux, voir si je trouvais quelque chose. Alors, les journaux malgaches, j'avais vu un en malgache, bon ça je ne pouvais pas lire, mais enfin il parlait de soupe brûlante, la plupart en français. Il parlait d'observations en général. Il parlait de quelques cas à Madagascar, mais il n'y avait rien sur l'affaire d'août 54 avec l'OVNI, une rencontre du second type qui avait fait un demi-tour sur une des avenues principales et éteint l'éclairage public. Donc là, la conclusion que j'ai tirée, c'est que, en fait, on n'avait aucune preuve. On avait un témoignage du Edmond Campagnac, polytechnicien, ex-président du GEPA, ou vice-président du GEPA, donc quelqu'un qui a pris chef d'escale d'Air France à Tananarive, ou une position quand même relativement intéressante, mais on ne pouvait pas aller vraiment au-delà. Et ensuite, Joël Ménard a trouvé un autre témoin qui avait publié ça dans sa revue, mais il faut analyser, qui avait noté quelque chose dans son journal personnel, mais il faudrait peut-être analyser le papier et l'encre pour savoir si ça datait de 54 ou pas. Et puis, mais c'était très très peu détaillé. Donc, est-ce que ça correspondait à l'observation en question? Est-ce que c'était un météore que le témoin principal a mal perçu ou peut-être fabulé dessus au bout d'un certain nombre d'années?
Donc, comme dans pas mal de cas, on reste avec un point d'interrogation. Et quels sont les autres cas qui t'ont intéressé, à part Tananarive, auquel tu t'es un peu penché, ou un peu beaucoup même? Beaucoup penché sur l'histoire d'Agobard, c'est-à-dire qui était évêque de Lyon au IXe siècle. C'est le cas, j'avais dû voir la première mention dans le second dans la chronique des apparitions extraterrestres de Jacques Vallée, de navires volants venant de Magonia, donc pays d'au-delà des pays des nuages, on ne sait pas où, et de gens qui auraient été enlevés par un de ces vaisseaux volants de Magonia. Or, un concours de circonstances a fait que je me suis intéressé au catalogue, que je me suis intéressé au cas d'enlèvement en France. Ça me faisait partie. Donc c'est une histoire que pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai récolté pas mal de choses, de matériel. Et en fait, le récit d'Agobard est authentique. Il parle de la croyance aux tempestaires, donc aux sorciers qui provoquent les tempêtes, et à ces vaisseaux de Magonia. Mais lui, ça s'arrête là. L'enlèvement, il a été inventé 10 siècles plus tard par Montfaucon de Villars, dans ce qui est en fait un roman anti-occultiste contre les Rose-Croix, mais que beaucoup d'occultistes considèrent encore comme en faveur de leur thèse. Alors qu'en fait, ils se foutaient d'eux, mais d'une façon extrêmement subtile. Et c'est lui qui a inventé l'enlèvement des 4 personnes, qui a inventé le fait que Charlemagne d'abord et Louis le Pieux, son successeur, avaient produit des édits contre les tyrans du ciel. Quand on creuse ça, il n'y a absolument pas de la littérature sur les capitulaires, ça s'appelle, de Charlemagne et de Louis le Pieux. Il y a des articles dedans qui disent que ceux qui perturbent le temps, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui adorent les sources et tout ça, c'est condamnable, mais il n'y a absolument aucun capitulaire consacré à la question des tyrans du ciel ou des tempestaires. Ce sont juste des articles marginaux. Et d'après ce que Yanis de Lianis, on a pas mal échangé de choses à ce propos-là. Lui, il a montré que, et c'est ce que j'ai vu ça aussi dans tout ce que j'ai pu lire des textes historiens, que l'objectif principal, c'était de maintenir l'unité de l'Empire et donc l'unité de la religion, qui était étroitement imbriquée l'un dans l'autre. Donc les croyances contre la sorcellerie faisaient partie de cette lutte-là, mais la sorcellerie n'était pas une préoccupation majeure du temps. Mais tu vois, ça, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que les gens, ils sont toujours persuadés que Charlemagne ait fait un texte qui interdisait aux gens de converser avec le peuple des nuages. Parce que c'est marqué sur le net. Oui, voilà. Oui, mais le problème, c'est que la plupart des gens ne suivront que ce qu'ils trouveront dans les sites. Ce qui les arrangeront. Ce qui les arrange. Des sites souvent farfelus. En tout cas, je te remercie de nous avoir partagé ça, vraiment. Ah bon. Mais bon, là, ça sera publié. Enfin, sur Agobard, j'ai fait comme il y a quand même a priori un enlèvement. J'ai une notice copieuse dans le catalogue des enlèvements.
c'est bien que tu en parles. On va passer au RR4, enfin aux abductions. Pourquoi tu t'es intéressé à cela? C'est un concours de circonstances. Bah vas-y, c'est à toi. Bon, a priori, au niveau des ovnis, je m'intéresse à tout. Donc, les enlèvements en font partie. Mais enfin, tout, c'est peut-être un peu trop. Donc, il faut peut-être se limiter. En 89, j'avais participé au congrès de la Bufora à Londres. Et je vais présenter un exposé absolument brillant sur... je rigole quand même, parce que sinon, les gens qui m'écoutent, là, ils vont croire que j'étais sérieux. Bon, je vois que tu rigoles aussi, donc ça va. Ils comprendront, j'espère. Non, bon, enfin, c'était un truc, c'est un essai de définition aussi fouillé possible du terme ovni. Bon, les gens avaient été intéressés, mais sans plus, parce que c'est vrai que c'était un peu... je me rappelle bien de ça, parce que c'était le 14 juillet 89, donc le jour du bicentenaire. J'étais à Londres, j'étais pas à Paris. Et là, Jenny Randalls, qui est une ufologue britannique, croyante, mais quand même... Enfin, croyante, ça dépend, hein, aussi. Elle est capable de pas mal de recul. Mais c'est quelqu'un de sérieux. Elle faisait partie du comité de directeur de la Bufora, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Et elle avait demandé à tous les participants étrangers d'envoyer quelque chose sur les enlèvements. Donc moi, à l'époque, je n'étais pas spécialement branché dessus. J'avais pondu 3 pages... de généralité, pas idiot, mais enfin rien de transcendant non plus. Et j'étais dit que le plus intéressant serait de faire un catalogue des cas français que je connaissais. Donc j'étais arrivé à 20, 21, 22, je ne sais plus combien de cas exactement. J'avais envoyé ça à quelques ufologues qui s'intéressaient à la chose, Alain Gamard, Bertrand Meust, Jean-Pierre Troidet, je pense, et quelques autres. Et on était arrivé à Michel Figuet, on était arrivé à pratiquement une quarantaine de cas, 41, 42, je ne sais pas exactement. Donc j'ai fait un petit résumé et la source principale de chaque histoire. Et puis, ayant ça, je me suis dit que ce serait quand même bien de continuer sur cette base. Donc, petit à petit, chaque fois que je tombais soit sur des cas nouveaux, soit sur des cas anciens, mais de nouvelles lectures, ou éventuellement des choses que je relisais, des cas d'enlèvement en France, je notais. Le plus souvent, juste la localisation, date et référence. De temps en temps, peut-être pour des cas où c'était très très peu détaillé, un petit résumé. Et puis bon, petit à petit, ça avait grossi. Je l'avais envoyé à 2 ou 3 personnes. Et c'est en 2003, je crois, que je me suis dit que ça serait bien de le reprendre entièrement et de faire un véritable catalogue avec tout ce que je pouvais trouver, enfin l'essentiel, disons, un résumé relativement copieux des cas. Je l'ai envoyé d'une part à Eddie Bullard, avec lequel j'avais déjà quelques rapports. Et puis à Ballester Olmos en Espagne, qui est un petit peu sérieux aussi. Et il était prévu que ça soit publié dans la Gazette fortéenne, la revue annuelle que faisait Jean-Luc Rivera à l'œil du Sphinx. Ça s'est révélé trop copieux pour un numéro. Donc 2 possibilités, ou bien donc ça aurait dû sortir en 2004, ou bien sur 2-3 numéros, donc 2-3 ans, ça me semblait quand même, ça aurait été une revue trimestrielle, oui, mais une revue annuelle c'était plus embêtant, donc ou bien le muscler un peu et faire un bouquin. Alors moi j'ai opté pour la seconde solution, sauf que au lieu de muscler un peu, je l'ai musclé beaucoup.
que je me suis penché sur un certain nombre de choses entre-temps, que le cas d'Agobar par exemple, qui faisait partie du catalogue, là j'avais beaucoup de trucs, donc j'ai passé beaucoup de temps, et donc ça a traîné entre guillemets, et là bon, je me suis remis maintenant pour de bon là-dedans. Sauf les jours où je suis embêté par des visiteurs qui viennent m'interviewer, ou me mettre un appareil en face, là je ne peux pas. Voilà. Mais dans la liste que tu as faite, c'est juste des recueils de témoignages ou recueils d'enquêtes? C'est tout ce que toutes les informations que j'ai trouvées dans les bouquins, dans les revues et dans une moindre partie sur Internet, parce que là, je crois qu'il y a trop de sites, donc je n'ai pas du tout cherché à faire une... T'as juste fait un copier-coller ou t'as fait une sorte d'explication? Une synthèse un peu résumée. T'as pas fait comme le livre de Julien Gonzalez sur les RR3 par exemple? Lui, j'ai l'impression qu'il a recopié pas mal de trucs de Figuet, entre autres. Oui, bah oui. Il a pris sur le... Non, j'ai fait un travail quand même entre guillemets d'édition au sens... donc, oui, il y a pas mal de citations, mais il y a des choses que j'ai laissé tomber parce que je ne pouvais pas tout recopier. Parce que finalement, les RR4, on pense souvent que c'est plutôt côté États-Unis, tout ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a eu beaucoup en France? En France, j'en ai, alors en ratissant large, j'en ai plus de 300 maintenant. Alors quand je dis ratisser large, je prends par exemple, en m'abritant sous l'autorité d'Eddie Bullard, les cas de simple missing time, de trou temporel. Alors que dans un certain nombre de cas, il est manifeste que c'est le témoin qui n'a pas enregistré quelque chose, un épisode, conduite automatique ou ce genre de truc-là. Donc c'est un peu plus large que les enlèvements, que les kidnappings, au sens... Et en fait, je distingue trois cas. Les enlèvements au sens plein. Alors là où il y a... le témoin est kidnappé, amené dans l'OVNI ou on ne sait pas trop où. Les enlèvements au sens plus large. Et puis les cas exclus qui, à mon avis, ne sont pas des enlèvements, mais qui ont quand même des liens avec eux. Donc là, ce ne sera pas le cas dans le premier bouquin, mais ultérieurement, je ferai peut-être une étude statistique sur ces cas-là. Les cas exclus, par exemple, je ne les prendrai pas en compte. Donc c'est 300, enfin un peu plus de 300 maintenant, mais bon, Belmire, par exemple, il y a quelques cas de son site, mais quelques cas de son... qu'elle avait recueilli, mais son site, pour l'instant, je n'ai pas exploré. Donc, il faut que je regarde si ça me fait des cas à récolter. Mais par rapport au missing time, ou même à l'effet dose ou l'effet coton, comme dit Joël Ménard, le fait de ne plus entendre les bruits environnants, est-ce que c'est pas parce que quand un témoin observe quelque chose, il regarde il est surtout omnibulé par ce qu'il voit, donc il fait plus gaffe à ce qu'il y a autour? Il y a de ça. Il y a le fait que dans certains cas, je pense que ce sont des expériences, je ne dis même pas à la limite de la psychopathologie, mais des petites absences sans aucune conséquence. Donc où le témoin est déconnecté, et fondamentalement, pour moi, l'effet Oz de Jenny Randall, c'est ça. Le témoin se trouve, je crois que c'est le mot, déconnecté de la réalité pour une durée généralement très, très limitée. Mais dans d'autres cas aussi, de la façon dont tu as posé ta question, tu avais raison, c'est qu'il est omnubilé par ce qu'il voit, donc à côté, il ne voit plus, enfin, il ne perçoit plus. Est-ce que les régressions sous hypnose, c'est un argument d'autorité? Dans quel sens?
dans le sens que quand il y a une régression sous hypnose enlevée, d'un témoin, qui prétend, il dit ce qu'il voit dans la régression, est-ce que c'est vraiment un argument, c'est-à-dire que voilà, il y a une régression sous hypnose, il a dit ça, donc c'est vrai. Voilà. Alors, au contraire. Apparemment, il semble que l'hypnose... Bon, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il semble, de pas mal de choses de ce que j'ai lu, l'hypnose, au contraire, est un des moyens qui contribuent à faciliter la fabulation. Comme d'autres procédés qui stimulent l'imagination des gens. Et moi, tout à l'heure, je parlais des hémodédibulaires. Qui est quelqu'un de parfaitement sensé. Je pense que maintenant, il est peut-être nettement moins affirmatif, mais il avait publié un article assez bien foutu pour démontrer, enfin pas pour démontrer, mais pour, comment dire, où il étudiait la valeur de l'hypnose, et il était convaincu que dans les cas de satanisme, de crimes rituels et tout ça, l'hypnose crée les expériences, donc il est uniquement subjective, alors qu'en ufologie, ça est dévoilé des expériences authentiquement réelles. Et à mon avis, ça voudrait dire que les ufologues, les abductionnistes américains entre autres, ils sont bien meilleurs que tout un tas d'experts dans d'autres domaines. Et ça, à mon avis, ça ne tient pas la route. Il n'y a aucune raison. Si l'hypnose est valable, au point pour ramener des souvenirs anciens, parce que là, par exemple, il peut y avoir l'hypnose pour utiliser pour... à titre d'anesthésie, c'est une chose, mais ça n'a rien à voir avec l'hypnose qui permettant de retrouver des souvenirs anciens. Il n'y a aucune, si elle est valable pour ça, il n'y a aucune raison que ce soit que pour les ovnis. Or, alors pour les ovnis, c'est beaucoup plus difficile à prouver, mais dans des cas de crimes rituels, de crimes sataniques aux États-Unis, il y a des cas qui ont été enquêtés par la police, ils ont montré que ça tenait absolument pas la route. Et il y en a qui sont évidents, il suffit de lire quand le gosse te dit qu'il était jeté dans un bassin où il y avait des crocodiles, et qu'il te dit ça 30 ans après, les crocodiles ils étaient bien gentils. Donc, là, il me semble que c'est absolu. Ça prouve que dans ce genre de truc-là, ça n'apporte absolument rien. Au contraire, ça contribue à faire raconter des bêtises. Dans la plupart des cas, toute bonne foi, de la part de la victime. De la part de l'hypnotiseur, c'est pas évident que ce soit toute bonne foi. Certains cas, oui, je crois, mais il y en a d'autres... il y en a certains, c'est de sacrés allumés, des spécialistes de l'hypnose ufologique aux États-Unis. Si les Anglais l'ont, en tout cas au niveau de la Bufora, qui était quand même la Flying Saucer Review, c'était une revue, point terminé, il n'y avait pas d'organisme avec. La Bufora, c'était l'organisme anglais le plus développé, et ils ont bâti d'hypnose en matière d'enquête ufologique depuis plus de 20 ans maintenant. Il y a peut-être des raisons pour ça. Donc là, au contraire, quelqu'un qui a été hypnotisé... ça ne veut pas dire qu'il ne dit que des bêtises, ça c'est absolument impossible de le démontrer. Mais on ne peut pas prendre pour argent comptant ce qu'il raconte. Il faudrait comment il s'appelle, Jacobs justement, dans ses bouquins, il a un certain nombre de cas où il ne se préoccupe absolument pas de chercher des preuves externes, alors que ça pourrait être, dans quelques cas au moins, ça pourrait être extrêmement facile à trouver. Et il s'en fout. Donc,
crois qu'on peut en tirer quelques conséquences, quelques conclusions là justement. Bon, mon avis, c'est que un certain nombre de gens sont des fous, un certain nombre d'enlevés sont des mystificateurs. La plupart d'entre eux sont des gens raisonnablement normaux. Et que en bonne partie les investigateurs, les abductionnistes, pour reprendre le terme anglais à la mode franglaise, sont eux qui construisent en fait souvent l'enlèvement lui-même par rapport à des choses. Il y a aussi le mot expérienceur. Comme les expérienceurs, oui. Mais c'est plus au niveau ou des expériences anciennes qui ont été réinterprétées grâce par exemple à l'internet maintenant, à des forums, à ce qu'on lit ici ou là. Mais je ne pense pas que ce soit des expériences des expériences authentiquement liées à des choses qui nous dépasseraient, quoi. Ça nous dépasse peut-être parce que ça ne s'est pas bien expliqué, mais il n'y a pas besoin de faire appel à des vrais ovnis pour ça. Mon autre projet, c'est un truc qui date de longtemps, c'est une bibliographie commentée des livres en français sur les ovnis. Et donc ça, c'est un truc que je fais de temps en temps, ça avance, mais ça me cassait la tête. Il y a 9 mois à peu près, je me suis dit tiens, je vais en profiter pour relire les quelques bouquins des toutes premières années. Donc, le livre de Keogh, le premier livre de Keogh, puis le second ensuite, le livre de Scully et le livre de Gerald Hearn. Et le livre de Scully, c'est des trucs que j'avais lus il y a déjà pas mal d'années. Mais en gros, je me rappelais ce qu'il disait, mais au niveau du détail, non. Donc je les ai relus. Le livre de Scully, je me suis rendu compte quand même que la première fois que je l'avais lu, déjà, il exagérait un peu sur une chose. Puis là, je me suis rendu compte que, au point de vue de ce qu'il disait du magnétisme, c'était vraiment n'importe quoi. Donc le livre de Scully, c'est le cas d'Aztec, le crash de 1948. Il y avait un deuxième livre qui était sorti en français un an avant, ou quelque chose comme ça, celui de Scott Ramsey. Donc, puisque j'ai le livre de Scully en tête, je lis celui de Ramsey aussi, comme ça sera fait. J'avais pas l'intention de le lire comme ça, mais dans la foulée, autant en profiter. Et là, je me suis aperçu que, alors que Ramsey, il prend le livre de Scully pour Parole d'évangile, il ne se rend absolument pas compte des monstruosités qu'il y a dans le livre de Scully. Des monstruosités, entre autres, scientifiques. Donc, je me suis dit, dans la foulée, je relis un troisième livre c'était le second de William Steinman, qui n'est paru qu'en anglais, c'est un gros bouquin. J'ai lu tout ce que j'avais sur le cas d'Aztec. Donc j'ai fait, ça m'a pris 3 mois, mais je regrette pas du tout, parce que ça devient comique à force. Et c'est ce que je vais présenter donc au colloque organisé par HOR, l'heuristique occitane, HOR, résurgente. Quelqu'un qui arrive en ufologie, un néophyte, que lui conseillerais-tu de lire en premier? Le livre de Franck Mourin, pour le livre récent. C'est bon, il y a un certain nombre de petites bêtises. Il n'est pas forcément très très bien construit. Certaines parties oui, mais d'autres, je pense que ça aurait pu être fait autrement. Mais c'est valable. Ça tient la route. Et en livre ancien?
En français, enfin, pour quelqu'un qui... peut-être l'OBJJ, les 3 BD, sauf que bon, il y a des dessins, et les dessins, ça marque l'esprit, quoi. Mais par rapport à, par exemple, la BD de Philippe Claes avec Bourré, les dessins sont beaucoup plus, sont plus neutres, entre guillemets, chez l'OBJJ. Claes, c'est du dessin hard. Enfin, au sens de dessins qui vraiment sont marquent. C'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. Et en livre anglophone? Un livre anglophone, le livre de... Comment il s'appelle Alan Andry, sur le The UFO Handbook, qui est un livre de à peu près l'époque de 78, donc l'époque Monnerie. Henry, c'était l'investigateur principal de Koufos, mais salarié. Et son livre, bon, à l'époque, alors tu veux pas le terme, enfin j'en pige, moi je dis il y croyait, parce que comme ça je vais pas me casser la tête à chercher des mots plus pertinents. Mais il était capable de n'être que le critique par rapport à l'ufologue ordinaire, quoi. Et donc, autant que j'ai compris, il serait devenu nettement plus sceptique après. Mais bon, il y croirait plus, quoi, pour dire les choses franchement. Quant à moi, bon, je dirais pas que ça peut pas exister, mais je pense qu'on a suffisamment d'arguments pour montrer que ça n'existe probablement pas. Donc dans ces conditions, on prend l'hypothèse la plus économique. Mais je ne dis pas que les vrais ovnis n'existent pas, je ne sais pas ça. Je crois que non, mais je crois là-bas. Mais pour toi, qu'est-ce qu'un vrai ovni? Donc, ce que j'appelle un vrai ovni, c'est... Bon, en fait, l'ovni, c'est un terme très générique qui peut avoir fondamentalement 3 sens. Le pré-ovni, donc tout ce que nous voyons dans le ciel qu'on ne comprend pas, ou tout ce que un journaliste raconte, ou tout ce qu'un ufologue invente, tout ça, une fois que c'est écrit quelque part, ça correspond à un pré-ovni. Ensuite, il y a le quasi-ovni, qui est le déchet, enfin non, au contraire, la pépite la pépite pas encore, mais le minerai déjà bien raffiné qui résulte d'un bon travail. Donc la gangue a été bien décortiquée. Et l'enquête, il y a une ou même plusieurs enquêtes indépendantes qui ont été faites. Le cas semble tenir la route. Et en gros, c'est ce que INEC appelait l'OVNI. Alors, le pré-OVNI, en gros, serait celui au sens d'Edward Condon, donc tout ce que le témoin ne sait pas identifier. Le quasi-OVNI, c'est plus ou moins tout ce que INEC appelle l'OVNI, donc tout ce qui résulte l'écart qui reste après une certaine investigation, bon, disons correcte, quoi, pour être fini. Mais le problème, c'est qu'une investigation suivante, ou bien un nouveau détail découvert plus ou moins par hasard, peut faire retomber ce qu'on croit être un ovni dans la catégorie des pré-ovnis. Donc la troisième catégorie, ce sont les vrais ovnis, donc tout ce qui resterait, qu'on n'est pas forcément capable de nous-mêmes de détecter, mais ce qui correspondrait à des choses irréductibles à l'état actuel de nos connaissances. Donc des engins qui viendraient d'extraterrestres. C'est pas que ce soit impossible, mais pour l'instant on n'a aucune preuve que ça fait pas partie du corpus scientifique entre guillemets le corpus officiel. Des phénomènes parapsychologiques. La parapsychologie, il y a des gens sérieux qui étudient.
mais elle n'a pas été capable de... Bon, il y a des éléments de preuve qui sont dignes de considération, mais elle n'a toujours pas été capable d'apporter des preuves absolument convaincantes que ce type de phénomène existe, que ce soit la perception extrasensorielle ou la psychokinèse. Ou bien des visiteurs venus d'autres dimensions, choses qui sont encore... Les extraterrestres sont quelque chose de rationnel. Donc s'il y a quelque chose, à mon avis, c'est ça. Bon, c'est mon avis, et après, ça, pas de certitude. Mais des trucs comme les survivants de l'Atlantide, ou qui seraient installés au fond des mers, ou bien les habitants de la Terre creuse, ou bien donc les univers parallèles. Les univers parallèles, ils existent peut-être, mais s'ils sont parallèles, si on prend la définition mathématique de nos parallèles, ils ne se croisent pas avec le nôtre. Et bon, ils sont pas perpendiculaires. Ils ne sont pas perpendiculaires. Et même s'ils se croisent avec le nôtre, il faudrait expliquer comment. Il faudrait expliquer comment leurs éventuels habitants arrivent à subsister dans notre univers matériel à nous, à 3 dimensions plus le temps, donc à 4 dimensions si on veut. Il y a des gens qui disent que les univers parallèles existent en se basant sur des considérations de physique théorique, c'est-à-dire de mathématiques, mais c'est uniquement des maths, donc on ne sait pas du tout si vraiment ils existent ou pas. Donc les vrais ovnis seraient tout ce qui correspondent à des choses que pour l'instant on n'arrive pas à intégrer dans ce que nous savons. Plus ou moins bien, mais qu'on sait quand même. Oui, donc la TRC, c'est le nom que je donnais à la théorie ou à l'hypothèse socio-psychologique ou psychosociologique, suivant les genres, suivant que tu veux mettre l'accent sur le psycho ou sur le socio. Mais le terme me semble impliquer que tous les cas relèvent de la psychologie en un sens quand même relativement fort. Alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Il y a tout un tas de gens qui se trompent honnêtement, comme n'importe qui se tromperait dans les mêmes circonstances, donc il n'y a pas de raison de faire appel à des choses, un fonctionnement un peu bizarre du cerveau. Alors réductionniste, c'est parce que je réduis les ovnis à... Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais enfin il me semble qu'on a tout un tas de bonnes raisons pour penser que ça n'existe pas. Donc pour l'instant il faut qu'on me prouve le contraire, hein, et qu'on posite parce que il y a des cas qui relèvent, il y a des fadas, il y a des farceurs, il y a des phénomènes d'illusions perceptives que comme un mortel ne connaît pas parce que c'est normal, on ne l'a pas étudié. Phénomène autocinétique par exemple, qui peut être trompeur quand on voit un satellite qui semble zigzaguer au milieu des étoiles. Chose qui m'est arrivée 2 fois à l'époque où je n'étais pas spécialement branché OVNI. Le composite veut dire que ça peut être aussi des engins expérimentaux, des ballons sondes à très haute altitude que même les militaires, en tout cas dans les années 60, ne connaissaient pas forcément et envoyaient des avions à leur rencontre, entre guillemets, parce que là, pour les rencontrer, ils étaient à 30 km d'altitude, les ballons, et les avions un peu moins hauts quand même, donc c'est pas quelque chose, en soi la TRC n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste le nom, à moins que quelqu'un trouve quelque chose de mieux, parce que c'est pas, mais ça me semble quand même préférable à l'hypothèse socio-psychologique. Et c'est Jacques Escornaud qui m'a dit qu'en fait, plutôt qu'hypothèse, c'était une théorie en soi cohérente, donc j'ai adopté le mot théorie.
un instant, tu parles de l'hypothèse socio-psychologique. Pourquoi il y a une sorte de diabolisation de cette hypothèse? Bon, je pense que parce que pour la plupart des ufologues, c'est que les ovnis existent. Donc ceux qui disent que les ovnis n'existent pas, au mieux ils sont dérangés, au pire ce sont des agents du gouvernement ou ils sont manipulés par les démons ou par les extraterrestres. Donc je crois que ça va fondamentalement, ça va pas plus loin que ça. Mais après, bon, il peut y avoir ensuite quelqu'un qui a vu quelque chose et qui l'a pas compris et qui est quand même relativement anormal. C'est un peu normal aussi qu'il n'apprécie pas qu'on lui dise que en réalité ce qu'il avait vu c'était ou il avait rêvé ou bien c'était quelque chose de quand même très 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 particulier dans des conditions un peu spéciales et que alors que lui est convaincu d'avoir vu un véritable engin. D'ailleurs, en parlant de ça, que penses-tu des témoins qui réfutent l'explication après enquête? Parce qu'il y en a plein. Hein. Parce que, bon, d'abord, les ufologues, même critiques, ils peuvent se planter aussi. Donc, c'est normal d'avoir un certain recul. Fondamentalement, je crois quand même que c'est aussi le fait que chacun d'entre nous, on a nos... Comment dire, c'est plus que nos idées, c'est notre entre guillemets, notre univers mental, et quand on tape dessus à coups de marteau ou qu'on commence à le fragmenter un peu, eh bien on n'apprécie pas. Mais c'est vrai, soit pour les témoins, pour les ufologues croyants, ou pour les ufologues critiques aussi. Ça me paraît logique. Hein. C'est notre fonctionnement d'êtres humains. On n'est pas une intelligence artificielle qui serait parfaite, donc capable de tout saisir. L'être humain, quelque chose. Alors il est peut-être plus compliqué que nous, mais enfin, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Il y a une part de rêve. Il y en a qui rêvent en ufologie. Il y a une part de besoin d'avoir quelque chose qui nous... alors ça peut être quelque chose qui nous transcende de façon comme dans les religions, mais ça peut être aussi des êtres qui protègent la terre ou qui nous ont choisi tout spécialement. Donc c'est pour ça que dans la psychologie, c'est quand même quelque chose, je pense, qui sert un peu à comprendre, pas forcément à comprendre, mais enfin à avoir l'intuition de certaines choses à propos des soucoupes volantes, mais à propos d'autres choses aussi. La parapsychologie, il y a apparemment des expériences assez sérieuses qui tiennent la route, mais il y a pas mal de cas dans lesquels c'est les gens qui projettent leurs propres idées, quoi, leur vision du monde, et ça nous aide à vivre. Donc, du côté des... On n'aime pas le terme croyant, mais enfin, je dis parce qu'il est commode, tant du côté des croyants que du côté des négateurs. Alors, on est pareil à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur un événement où on s'est rencontrés d'ailleurs? Le Quépan en juillet 2014. Qu'as-tu pensé de ce colloque? Bon, l'idée était excellente. Xavier Passot est un type très très sympa. Il y en a beaucoup qui le regrettent. Hein. Et oui, enfin moi je ne connais pas, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs l'actuel. Agut. Oui. Mais c'est plus le même, il va changer bientôt. Hein. Ah ben c'est-à-dire que c'est les vieux en fin de carrière qui casent là avant la retraite. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bon, si tu me parles de ça, je généralise un peu. Power, j'avais échangé quelques courriers avec lui. Esther, je l'avais rencontré une fois à Toulouse. Un type valable.
Et assez droit dans ses bottes, lui, je crois. Velasco, je l'avais vu peut-être 3 fois ou 2 fois à Toulouse. Les premières fois, il me semblait un type assez sérieux, bon, sans trop de prétention. Il n'avait pas d'idées très préconçues sur les ovnis, mais sur la fin, il était quand même devenu un peu plus croyant. Et ces bouquins de lui ou de Bourret, enfin de lui je pense avec le nom de Bourret en gros parce que ça fait vendre. Bon, c'est pas des livres à mettre à la poubelle, mais enfin, il y a quand même mieux. Et donc les autres après j'ai pas connu. Donc Passo, il était venu il faisait une conférence, je sais pas trop, plus ou moins dans le coin. Une fois, il était passé ici, donc on avait discuté. C'est là où que j'ai fait sa connaissance. Et donc je crois qu'il a fait un bon truc. Il y avait des gens globalement. C'était quand même relativement sérieux, mais il y avait surtout Jacques Vallée qui était présent. Il y avait Vallée qui était présent. Il y avait Erling Strand, des Lumières d'Esdalen, qui était là. Strand, je ne sais pas si c'est le plus sérieux des Esdaléniens, si je puis mais... Il y avait aussi beaucoup d'Italiens, Eduardo Rousseau aussi. Il y avait quelques Italiens qui étaient valables. Il y avait Ronald Westrom, qui m'a déçu. Parce que je l'avais vu, on a fait connaissance à la réunion du BUG qu'avait organisé Thierry Pinvidic, il y a en 81 je crois. Et là il y croyait, mais enfin c'est quelqu'un qui avait du recul, qui ses textes, c'est pas n'importe quoi. Et là, sur les enlèvements, il y croyait à fond. Là où il a interviewé je ne sais pas combien de témoins, enfin d'enlevés, je veux dire. Il m'a quand même un peu questionné. Et Richard Heinz aussi, qui avait fait 2 ou 3 bouquins très valables, lui aussi, il est à fond dans les enlèvements maintenant. Alors je ne sais pas trop. Mais bon, c'est quand même pas des rigolos non plus, même indépendamment de ce qu'ils peuvent penser sur certains domaines, certains aspects du phénomène. Bon, puis il y avait quelques personnes qui, me semble-t-il, enfin, parmi les intervenants, parce que les autres après on discutait, mais enfin avec certains, mais pas trop. Bon, parmi ceux avec lesquels j'ai discuté, il y avait un certain Gilles Thomas, là, je reviens dessus, parce que c'est toujours une. J'ai pas fait de conférence. Une tête. Non, mais justement, je dis parmi ceux avec lesquels j'ai discuté. Moi, j'étais là en tant que membre du SAU. Ouais. Non, de ceux qui sont intervenus, il y avait. Bon, c'était. Bon, d'abord, l'aspect thématique, c'est l'aspect donc comment dire, de méthodologie. C'est vrai que ça peut être. Pour les choses qui ne nous intéressent pas spécialement, c'est peut-être un peu plus. Un peu moins accrocheur, quoi. Mais bon, ça c'est. Je crois il y avait l'armée qui était là aussi. Il y avait des chansons de nuages, d'orage. Ça, c'était très intéressant. Oui, ça. D'ailleurs, t'es pas loin, le laboratoire de la foudre, c'est dans le Cantal. Hein. C'est dans le Cantal, oui. Il n'y a pas de voiture, donc. Mais c'était vraiment intéressant, ça. Oui, il y avait des. Donc, après, bon, il aurait fallu que ça. Qu'il y ait des suites, hein, mais bon. Il y a eu des suites par mail, et puis après, j'ai pu rien. Bon, il y a eu le site. Il y a eu un certain nombre de contributions, mais enfin, ça c'est filoche, quoi. Non, moi je pensais de suite, dans un sens, un nouveau colloque, quoi. C'était prévu. Qui était prévu, ouais, oui. Oui, mais c'était prévu par Passo, alors... Il devait se faire en Italie, même, à Turin. Il y avait des idées, ouais, mais enfin, c'était... Est-ce
est-ce que c'était vraiment quelque chose de prévu là-bas ou est-ce que c'était une idée comme ça? Bah, c'était Eduardo Rousseau Oui, c'est Eduardo qui Rousseau. voulait. Oui. Bon, Eduardo Rousseau, on s'est rencontrés quelques fois. C'est des Italiens. Voilà. Le petit groupe des Italiens, d'ailleurs, il y en a quelques-uns. Leur tendance à eux, ils font du bon boulot. Que penses-tu de l'ufologie actuelle en France? L'ufologie, je crois qu'il y a toujours eu, bon, de façon générale, des gens raisonnables et des farfelus. Enfin, des farfelus ou des gens convaincus. Mais bon, ça n'a pas. Allez, pendant longtemps, ça a été d'une part entre guillemets les ufologues sérieux et les contactés ou les pro-contactés. Mais ça a dû changer dans le milieu des années 80, me semble-t-il, où il y a une. Enfin, ça, il y avait eu des changements avant, mais enfin, un petit peu comme John Keel, ils ne sont pas très très nets. Et lui, c'était avant. Et. Alors la raison, je ne sais pas trop, mais enfin, il me semble que c'était peut-être en raison du fait que pas mal de gens commençaient à être désenchantés du fait de voir aucun résultat vraiment concret. Pas forcément l'extraterrestre qui atterrisse, mais enfin d'avoir des preuves vraiment convaincantes pour pratiquement tout le monde. Et bon, on en est passé aux mutilations animales, au crash avec des soucoupes qui tombent comme des mouches, soit que quand même qu'une soucoupe se casse la figure de temps en temps, bon, après tout, pourquoi pas. Mais ils sont quand même pas malins, les gens qui viennent de millions d'années-lumière de chez nous, se cassent la figure comme ça. Donc tout ça, les enlèvements, les délires lunaires, ou les astronautes qui sont pas allés sur la Lune, il y a tout un amalgame, toute une soupe absolument indigeste qui s'est construite. Ça s'est peut-être pas trop remarqué pendant un certain nombre d'années. Alors ça, c'est pas forcément vrai que pour la France. C'est d'ailleurs parti des États-Unis, le mouvement. Ça s'est peut-être pas trop remarqué parce qu'il y avait quand même des revues qui continuaient à être relativement, enfin qui étaient sérieuses, qui avaient leurs idées, mais ça c'est peu importe. En France, il y avait Omniprésence, bon, qui est défunte depuis pas mal d'années. Il y avait Ufomania, il y avait Ufologue, il y avait des choses qui tenaient quand même la route. Hein. Le Lumière dans la nuit de Lagarde ou d'avant, ça tenait la route quand même. Bon, on est d'accord ou pas, mais il y avait des enquêtes qui étaient pas des enquêtes, mais enfin, il y en a d'autres qui étaient justement des enquêtes où, avec tout un tas de choses, la position du témoin, là, ou des témoins, la position de l'OVNI, il y avait une carte des lieux, on cherchait s'il y avait des corrélats possibles, ça tenait, il y avait quand même un travail rationnel de fait. Et bon, c'est peut-être pas l'Internet qui a tué tout ça, mais enfin, il y a une bonne part de responsabilité. Les meilleures revues ont disparu. Aux États-Unis, la revue du CUFOS, l'International UFO Reporter, c'est fini depuis déjà un certain nombre d'années. Je suis toujours abonné à celle du MUFON, mais je crois que je vais arrêter parce que c'est de la revue c'est du truc de bas étage maintenant. Ils acceptent tout et n'importe quoi. Et en France, quasiment, il y a un certain nombre de gens qui font du bon travail, des gens qui sont pas forcément, qui partagent pas forcément les mêmes idées que moi, et ça c'est pas. Mais ce qu'on trouve, les sites internet, n'en parlons pas. Encore à propos du cas d'Agobar, j'avais recueilli en gros, disons, une centaine de références ufologiques
et je crois que c'est de mémoire une cinquantaine de références sur Internet. Internet, je n'ai pas du tout cherché, celles qui me tombaient dessus, je prenais, mais sinon je n'ai pas du tout cherché spécialement à faire à compiler tout ça. Le récit d'Agobard, enfin l'histoire racontée par Agobard et déformée par Montfaucon de Villars, en fait, il y avait, que ce soit sur la littérature écrite ou sur Internet, il y a quelques rares références qui sont recommandables à 99%. Il y en a un certain nombre qui sont bons, c'est pas si mal que ça quand même. Bon, c'est une base de départ. Il y en a peut-être 60% qui valent pas grand-chose. Non, 60% qui valent pas grand-chose et 20% qui sont délirants. Et sur Internet, la proportion est pas excessivement différente de la littérature écrite, mais ça penche quand même du côté délirant. Enfin, du côté délirant, du côté où on nous dit n'importe quoi. Donc là, les revues grand public qu'on trouve en kiosque sur le paranormal, conspiration et tout ça, c'est pas mieux. Et c'est même pire parce que des fois l'article semble argumenté, il y a des illustrations qui tiennent quand même à la route, à vue de nez, il y a des références, mais bon, alors pas forcément sur l'ufologie d'ailleurs, sur tout un tas de choses, que ce soit des momies Inca, ou des momies d'Afrique du Sud, ou le conspirationnisme, les dangers des vaccinations, et tout ce qu'on veut, quoi, pratiquement. Donc c'est certainement aussi en partie, bon, je disais Internet, mais c'est quand même dans l'air du temps. Les fake news, comme on dit maintenant, ça a certainement toujours existé. La vague de 1896-97 aux États-Unis, les journaux ont raconté quand même pas mal de trucs, parce que c'était des choses, ça prenait aux tripes, quoi. Donc c'est intéressant pour le canard. Mais donc Internet est une machine à rumeurs comme on n'en avait jamais connaissé avant. C'est à la fois un outil de connaissance fabuleux, parce qu'on trouve plein de trucs, tout un tas de choses, mais c'est une machine à rumeurs. Et quelqu'un qui tombe au hasard sur un site ufologique, bon, il peut avoir la chance de tomber bien, ou de tomber pas trop mal, mais il y a peut-être plus de chances de tomber sur quelque chose, c'est tout quoi, tout et n'importe quoi. Donc le milieu ufologique actuellement, en France, aux États-Unis aussi, et vraisemblablement ailleurs également, enfin pas forcément partout, mais dans pas mal d'endroits, ce sont les meilleurs alliés des envahisseurs, si les envahisseurs sont vraiment là. Parce qu'ils font tout pour... ils font tout pour ne pas faire prendre l'ufologie pour sérieux. Alors, tant que c'est pour s'amuser, c'est très bien. Mais... Quand je dis c'est très bien pour s'amuser, du côté des lecteurs ou des auditeurs ou de ceux qui regardent ou des spectateurs. De ceux qui les pondent, c'est différent, parce que là, c'est pas très très honnête. Hein. Mais enfin bon, l'honnêteté, est-ce que ça existe toujours, ça ? T'as pas l'impression que l'ufologie c'est de la chasse au Dahu ? Non. Non. Je suis enregistré là ? Ouais. Non, ça peut être pour la plupart des gens, dans les années 70, donc quand j'ai commencé à m'intéresser, ça a été une conséquence logique de la conquête de l'espace, je pense. Bon, pour moi, j'étais parti des anciens astronautes, mais ça
c'est quand même, même si la plupart des ufologues, d'un côté, des auteurs sur les anciens astronautes de l'autre, c'est pas vraiment forcément cul et chemise, il y a quand même des liens entre les deux. Donc pour moi, c'est parti de là. Non, ça peut être enfin, tout dépend de ce qu'on en fait, en fait. Si tu veux y croire forcément à 100% et que après tu t'aperçois que il n'y a pas grand chose, on risque d'être déçu. Sinon, en France ou ailleurs, bon, tu parlais des Italiens tout à l'heure, il y en a un certain nombre qui, entre guillemets, sont les enfants illégitimes de Monori. Ici, en France, en Italie en particulier, c'est parti de... Le gros truc, c'est parti de Monnerie, et puis ça l'a largement dépassé, mais alors que les sceptiques américains, je pense pas. Enfin, je dis les sceptiques, pas les débunkers de la première heure. Donc on peut le voir, l'ufologie, comme une... Ça dépend de ce qu'on cherche dedans. Si on cherche les extraterrestres qui viennent nous sauver mais est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être qu'un jour que les médias arrêtent de faire l'amalgame OVNI égale obligatoirement extraterrestre? C'est un lien qui n'est pas illogique. Il me semble raisonnable de penser que s'il y a des ovnis, ils sont liés, c'est extraterrestre. Ou alors c'est qu'il n'y a pas d'ovnis. Eh bien Claude, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Oui. Je le mérite, ces remerciements. Un grand merci pour aussi tout ce que tu as produit, tout ce que tu as réalisé en ufologie jusqu'à présent. Pour l'instant. Est-ce que tu vas produire oui. Parce que ton livre, bon, tu l'annonces, mais ce serait bien de l'envoyer un de ces quatre, parce qu'on croit qu'il s'est perdu dans le triangle des Bermudes. Dans la mesure où je suis convaincu aussi, parce que je suis le seul débunker que le triangle des Bermudes n'existe pas en tant que tel. Ou dans le triangle de la Burle. Ah, ça devient plus sérieux là, ouais, la Burle. Ouh là là, oui. Ouh là là, oui. C'est pas bien loin, donc ça pourrait télépathiquement. Ton livre, il s'est perdu là. Psychiquement, Non, mais bon, oui, ce livre, moi j'aimerais le sortir. Moi aussi, j'aimerais bien que tu le sortes. Après, j'ai un cousin qui l'attend depuis je sais pas combien d'années, avec impatience. Et aussi celui d'après. Et puis celui d'après, bon, le premier, il faut être honnête, c'est pas pour les premiers couillons venus. Non, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose pour amateurs, déjà un peu au courant de la chose. Je cherche pas à... Le deuxième, c'est une bibliographie commentée, donc c'est aussi quand même pour des gens qui sont un peu branchés sur la question. Et après, bon, j'ai l'idée de quelque chose, mais ça pour l'instant, c'est... Enfin, j'ai plus que l'idée. Parce que tu as aussi participé à un collectif, le collectif Pain Vidique. Oui. OVNI vers une anthropologie d'un mythe contemporain. Ouais. Mais il y en a un autre qui est en train de se faire en ce moment, un autre collectif. J'espère. D'après ce qu'on m'a dit. Ouais, bon, j'ai fait un truc là-dessus. Je suis Ragobar, justement. J'espère qu'il se fera, oui. Bah voilà, tu vois que t'as pas fini l'ufologie. Ah oui, mais enfin, si celui-là, il est le texte que... Si ce livre, ce nouveau collectif est publié, le texte il est déjà fait. Donc envoyé, estampillé, imprimatur et tout ce que tu veux. Mais sinon, non, j'ai des choses à... T'as pas l'impression que quand on est dans l'ufologie, on a signé pour la vie? Bah non, parce qu'il y a tout un tas de gens qui arrêtent pour plein de raisons. Non. Enfin, dans mon cas, oui, parce que c'est je t'ai dit tout à l'heure que c'était un puzzle intellectuellement formidable. C'est parce que j'ai dit, mais enfin, ça revient à peu près au même. C'est une erreur au truc aussi, où je peux dire des choses à peu près intelligentes et à peu près originales aussi. Bon, je m'intéresse à l'histoire, mais en histoire, je me vois mal, enfin, une histoire comme ça, je me vois mal faire quelque chose parce que
j'ai pas les bases du français ancien, ou de ci, ou plein de trucs, quoi. Et il y a énormément de choses qui ont été dites, choses passionnantes. Bon, il y a des merdes aussi, comme il y en a, mais comme partout. Mais moi, j'étais prof de physique, donc physique et maths en lycée professionnel. Je ne me vois pas faire de la physique en amateur. Marc Allais, il s'est passionné pour la chimie, il s'est passionné pour certaines choses, il a arrêté apparemment l'ufologie, il fait de la chimie. Bon, ben, ça lui plaît, ça lui plaît. En fait, l'ufologie amène à beaucoup de choses. Enfin, lui, l'ufologie, la chimie était avant l'ufologie, je crois, Marc Allais. L'ufologie, c'est venu. Enfin, il était jeune, mais il avait d'autres centres d'intérêt. L'ufologie peut amener à plein de choses, ouais. Là, tu es en train de faire la suite de l'interview, hein, parce qu'on était à la fin, là. Non, mais ça peut être une conclusion. L'ufologie amène à presque tout. C'est les mots de la fin. Bah ouais, c'est un bon mot final, oui. Ben, je te remercie encore pour ce mot de la fin et je te dis à bientôt quand je Attends, repasserai sur Figeac. Parce que là, Salut, à la prochaine. Si tu veux, d'accord. Au revoir, moi je vais. Salut, vive. Voilà, j'ai dit au revoir.